est-ce que tout est superficiel dans l'esthétique ? Si vous avez l'impression, comme moi, qu'aujourd'hui l'esthétique est devenue hyper superficielle, que tout se ressemble à cause notamment de l'IA qui crée des copies conformes en s'inspirant de réels artistes, je vous rassure, vous avez raison. Donc laissez-moi vous parler de sa lumière et non de sa déchéance. Premièrement, qu'est-ce que l'esthétique ? Si on regarde sur la définition de base, l'esthétique c'est l'étude du beau, de la beauté. Pour Kant, l'esthétique se définit comme une science du sensible, c'est-à-dire une réflexion sur la manière dont nous percevons le monde à travers nos sens. De l'autre côté, nous avons l'autre philosophe allemand, Hegel, qui considère que l'esthétique étudie le beau dans sa dichotomie, le beau naturel et le beau artistique. Donc, vous comprenez un peu là où je veux en venir, le mot esthétique se traduit et s'interprète de plusieurs manières. Donc, vous-même, vous pouvez avoir votre propre manière de définir l'esthétique. Elle ne consiste pas nécessairement à vivre une expérience intense, transcendante, mais plutôt à nous permettre de juger, de ressentir et d'apprécier selon nos goûts. En somme, elle nous aide à dire ce qui nous plaît et pourquoi cela nous touche. C'est aussi simple, aussi complexe que cela. Alors le concept de vivre dans un autre monde, l'image que on aime de notre esthétique de base, Discord a réussi à nous faire rêver, puisque on pouvait incarner le personnage de notre esthétique, de notre monde esthétique. Je pense que ça a fait du bien et aussi du pas bien, du bon et du pas bon, quoi. C'est ça le caractère de l'esthétique, genre carrément de l'esthétique digitale. Et c'est grâce à ce processus que l'esthétique digitale a fini par écarter totalement l'individualité, au profit d'une esthétique plus commune. On ne se définit plus seulement par ce que l'on est, mais par l'esthétique à laquelle on appartient. Et c'est précisément de cette manière que des mouvements esthétiques ont émergé, comme la Vaporwave, apparue autour de 2010 sur Tumblr, qui était à l'origine une esthétique nourrie par la nostalgie, une critique du capitalisme, et une réappropriation des images numériques. Et c'est des années plus tard qu'on retrouve cette esthétique dans la mode. Jonathan Anderson, par exemple, a intégré en 2023 des éléments de Vaporwave mêlés à une esthétique de salle d'arcade. Maintenant, ce qui est frappant, c'est le décalage temporel. Plus le temps passe, plus ces esthétiques semblent hors de leur époque, et pourtant elles continuent d'inspirer et d'être source de créativité. Le fameux discours « c'était mieux avant » ne fonctionne plus. On a toujours eu une imagination qui cherchait à produire plus, on a toujours eu une imagination qui était dictée par la rentabilité car ça nous faisait plaisir d'être récompensé, mais peut-être qu'on était plus libre, plus chaotique, parfois même un peu incompréhensible, mais au moins c'était vivant. C'est précisément ici que tout commence. On va parler des esthétiques oubliées, des esthétiques what the fuck. Ouais, des esthétiques aussi qui ont dérivé du côté obscur. Pourquoi dérive ? Parce que foncièrement c'était pas mal. C'était des esthétiques vraiment pas mal en vrai. C'est juste l'humain qui fait de la merde. Et qui fait beaucoup de merde. Pour commencer, on va parler des esthétiques oubliées, celles qu'on a connues quand on était plus jeune et qui ont commencé petit à petit à s'éteindre avec le reste. Vous avez sûrement déjà croisé ou vécu l'esthétique 2010 Dark Fandom ou 2010 Summer Nostalgia. Peut-être que vous aimiez l'une ou pas l'autre, mais les deux sont liés à une époque et à la génération qui en a embrassé les codes.
Le 2010 Dark Fandom. Alors c'est vraiment une esthétique d'internet qui a bercé la génération Z. Elle a connu son apogée entre 2010 et 2016 et se caractérise par une fascination pour l'instabilité mentale, la violence, le gore et la corruption de médias à l'origine infantile. Et c'était une esthétique qui rassemblait, mélangeait tous les contenus horrifiques qu'on pouvait trouver sur internet, les creepypastas, l'archétype de la yandere, les légendes urbaines et les animations japonaises horrifiques. Mais c'était aussi une époque où la modération était minimale, où les contenus choquants coexistaient avec des contenus pour enfants et on pouvait aisément tomber sur absolument tout et n'importe quoi. Et vous imaginez bien les dingueries que ça a pu causer. Comme ce meurtre inutile commis par 2 gamines de 12 ans qui ont confondu fictif à réalité, ce qui a beaucoup entaché la communauté creepypasta sur internet. C'était une période chaotique où il y avait beaucoup trop de débordements alors qu'à la base c'était un véritable exutoire digital pour les ados. Bref, passons à son opposé, sa sœur jumelle, on retrouve le 2010 Summer Nostalgia. Alors c'est le grand paradis filtré, c'est une esthétique qui est liée au filtre Instagram, notamment le filtre Rio de Janeiro qui connaît même un retour en 2026. Elle romantise l'imaginaire de l'été entre 2013 et 2016, une période d'illusions insouciantes, de vacances, de palmiers saturés, de couchers de soleil, l'âge d'or des fans d'Ariana. Une mise en scène permanente de bonheur saturé. Bref, c'est l'amour, c'est la décadence. Enfin non, c'est le bonheur, c'est l'illusion, c'est les vacances. Vous comprenez, c'est la beauté du filtre. Est-ce que vous allez bien? Parce que là, ça va démarrer les conneries et il y a beaucoup à dire. C'est une esthétique que je n'aime vraiment pas, mais vraiment pas du tout. C'est une esthétique, l'American Thanksgiving, même si ultra controversée par l'histoire qu'elle traîne derrière elle, énormément d'Américains adorent l'esthétique visuelle de Thanksgiving. Et faut le dire, c'est efficace, même si pour moi l'ambiance est fake, la nourriture lisse. Et bref, l'esthétique est liée à l'automne, à la domesticité, à la famille bien rangée autour d'une table, à une nostalgie idéalisée d'une Amérique du passé, qui, soyons honnêtes, est faite exprès. Faite pour simplifier l'histoire, pour la rendre digérable et pour pouvoir l'intégrer tranquillement dans le système américain. Alors on romantise le passé, on le transforme pour qu'il devienne esthétiquement vendable. Et le plus fou dans l'histoire, c'est qu'ils sont encore surpris que leurs voisins, les Canadiens, fêtent Thanksgiving, alors qu'ils sont sur le même continent. Au final, Thanksgiving, c'est pas seulement une tradition, mais ça permet de vendre, de simplifier et d'accepter un récit arrangé pour les Américains. Le femcel. Alors foncièrement, c'est une esthétique qui me plaît, car il y a des points là où je me retrouve, il y a d'autres pas, mais j'efface pas que l'approche de l'immersion esthétique est trop rapide et trop romantisée. Presque magique, une version un peu Disney Channel de la réalité, mais bref, c'est une esthétique qu'il faut expliquer. Car le terme est à l'origine de incel, célibataire involontaire, et ici, c'est la notion de célibat qui devient symbolique. C'est plus une identité en ligne qu'une réalité vécue, comme un statut Facebook. C'est une esthétique qui est apparue dans les années 2020, donc ère Covid, souvent appelée Lentilled, Ikicore ou Ikikomori-core. Et je pense que vous êtes un peu familier ou peut-être pas, mais pour rappeler, le terme Ikikomori désigne un individu, plus majoritairement de sexe masculin, même si ça touche aussi les femmes. C'est une personne qui s'est retirée de la vie sociale depuis au moins 6 mois, à cause d'un refus de rentrer dans un système qui ne lui convient pas, ou dû à son anxiété sociale. Ça peut être pour n'importe quelle raison et ça peut toucher n'importe qui. C'est une célébration de l'isolement social, du nihilisme et d'un rapport intense à la culture anime des années 2000. J'imagine que le confinement a accentué ce phénomène qui est connu au Japon et que beaucoup ont voulu se montrer créatifs et de construire une place esthétique qui leur corresponde. Mais sans trop m'attarder sur le sujet, ce qui est dérangeant et controversé, c'est la narration de monde incroyable. Pas de warning, mais où l'on assume plus la partie négative, qui est réelle, elle, face à la partie esthétique qui attire plus de monde. Je sais pas si on peut parler d'esthétique, mais c'est un fléau qui s'appelle le Political Wave Aesthetic, qui sont apparus dans les alentours de 2010 et se définissent par leur seul but idéologique, pas par la musique ou le style visuel, mais le seul but de véhiculer
un message politique caché dans l'esthétique Vaporwave. La première dérive politique connue, c'est Fashwave, apparu vers 2016, groupe d'extrême droite qui a tenté de récupérer l'esthétique pour promouvoir la suprématie blanche. Spoiler, la communauté Synthwave l'a largement rejeté. Mais après ça, plein de sous-genres ont vu le jour, tous avec le suffixe wave, chacun portant sa petite idéologie et alimentant le monde des esthétiques problématiques. Les dessins 4chan, l'art 4chan. C'est un site qui aurait pu être bien, mais l'anonymat crée beaucoup trop de problèmes au vu des contenus que tu peux trouver sur 4chan. Donc je vous avoue qu'en faire un mouvement artistique sur TikTok, ça n'allait jamais donner quelque chose de bon. Le TikTok 4chan Art Trend est apparu à la fin de 2023 et a connu son pic entre 2023 et 2024. Il s'inspire des image boards des années 2000, notamment le site 4chan. Il les réinterprète dans un style cutecore, moé, très stylisé et coloré. Esthétiquement, ça paraît mignon, inoffensif, mais c'est totalement illusoire au vu du chaos et des contenus problématiques qu'on peut trouver sur 4chan. L'artiste Lottie, connu pour ses dessins inspirés de ce style, a parfois créé du contenu hyper sexualisé, impliquant des prépubères en partie sous l'influence de sa fascination pour 4chan et des personnes âgées sur ce forum. Notons que c'est une jeune fille et que sur ce site, tu peux facilement te retrouver avec des pédos. Cette direction est devenue beaucoup plus provocatrice, mais heureusement, sa mère a fini par limiter son accès aux réseaux sociaux.